Il existe une forme particulière de solitude qui émane du fait d'être allongé près de quelqu'un qui ne veut pas vous toucher. Je le sais parce que je l'ai vécu pendant 387 jours. Je les ai tous comptés, un par un, allongés éveillés dans l'obscurité de notre chambre en banlieue lyonnaise, écoutant ma femme respirer, me demandant ce que j'avais fait de mal, me demandant quand elle avait cessé de m'aimer, me demandant si elle m'avait jamais aimé. Je m'appelle Julien Moreau et j'ai 36 ans. Je suis né et j'ai grandi à Villefranche-sur-Saône, à environ 30 km au nord de Lyon. Mon père était professeur d'éducation physique et entraîneur de rugby au lycée local. Ma mère était infirmière aux hospices civils. J'ai grandi en croyant à toutes les valeurs qu'un bon garçon de la région est censé respecter, le travail acharné, la famille, la loyauté et le caractère sacré du mariage. J'ai rencontré ma femme, Manon Lefebvre, alors que nous étions étudiants à Lyon à l'automne 2009. Nous étions tous les deux en 3e année, moi en école d'ingénieur à l'INSA, elle en école de commerce. Nous nous sommes rencontrés lors d'une soirée étudiante avant un match, présenté par des amis communs qui pensaient que le courant passerait bien entre nous. Ils avaient raison. Dès l'instant où j'ai vu Manon, avec ses cheveux blonds dorés, ses yeux marrons chaleureux et son rire qui semblait illuminer toute la pièce, j'ai été captivé. Elle était belle, oui, mais c'était plus que ça. Elle était intelligente, ambitieuse et avait le don de faire en sorte que chacun autour d'elle se sente spécial. Quand elle vous parlait, vous aviez l'impression d'être la seule personne au monde. Nous avons commencé à sortir ensemble 2 semaines après notre rencontre et, au moment de l'obtention de nos diplômes en 2011, je savais que je voulais passer le reste de ma vie avec elle. Je l'ai demandé en mariage le soir du Nouvel An 2012, sur l'esplanade de la basilique de Fourvière, avec les feux d'artifice éclatant au-dessus de la ville de Lyon. Elle a dit oui avant même que j'ai fini de poser la question. Nous nous sommes mariés en juin 2013 dans un magnifique domaine au cœur du Beaujolais. C'était un mariage splendide, 200 invités, un orchestre, une pièce montée que la mère de Manon avait exigée. Mon père a porté un toast qui a fait pleurer tout le monde, et le père de Manon m'a accueilli dans la famille avec une poignée de main ferme et un avertissement, prends soin de ma petite fille, Julien. C'est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. J'ai promis que je le ferais, et pendant longtemps, j'ai tenu cette promesse. Les premières années de notre mariage furent tout ce que j'avais espéré. Nous avons acheté une première maison à Écully, une banlieue ouest de Lyon réputée pour son calme et son cadre familial. J'ai décroché un poste d'ingénieur mécanique chez Renault Trucks à Vénissieux, tandis que Manon gravissait les échelons dans un cabinet de conseil en stratégie à la Pardieu. Nous parlions d'avoir des enfants un jour, mais nous n'étions pas pressés. Nous étions jeunes, amoureux, et nous avions tout le temps devant nous, ou du moins, c'est ce que je pensais. Le changement a commencé progressivement, si lentement que je ne l'ai presque pas remarqué au début. Vers 2018, Manon a commencé à rentrer plus tard, épuisée et distraite. Elle vérifiait constamment son téléphone, sortant parfois de la pièce pour prendre des appels qu'elle qualifiait de professionnels. Elle ne voulait plus sortir pour nos soirées en amoureux, préférant rester à la maison pour décompresser. Je me disais que c'était juste le stress de son travail. Elle avait été promue consultante senior, ce qui impliquait plus de responsabilités et de pression. Il était logique qu'elle soit fatiguée, qu'elle ait besoin de plus d'espace. J'ai essayé de la soutenir, prenant en charge davantage de tâches ménagères, cuisinant des dîners qu'elle mangeait à peine, lui massant le dos sans qu'elle ne réagisse vraiment. Et puis, en septembre 2021, l'intimité s'est arrêtée net. Je me souviens de la nuit exacte où c'est arrivé. J'étais rentré tôt du travail, prévoyant de surprendre Manon avec un dîner romantique. J'avais acheté des fleurs, des bougies, une bouteille de son Saint-Joseph préféré. J'avais passé 2 heures à cuisiner son plat favori, un magret de canard au miel avec des pommes de terre sarladaises. J'avais même mis la playlist sur laquelle nous avions dansé à notre mariage. Quand Manon a franchi la porte, elle a regardé la mise en scène et son visage s'est décomposé. Non pas de joie, de surprise ou de gratitude, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'effroi. « Julien, dit-elle, je suis vraiment fatiguée. On peut faire ça un autre soir ? » « Bien sûr, dis-je, cachant ma déception. Pas de problème. » Nous avons dîné dans un quasi-silence, Manon touchant à peine à son assiette, les yeux rivés sur son téléphone. Ensuite, elle a dit qu'elle allait prendre une douche et se coucher tôt. J'ai rangé la cuisine, mis les restes au frigo et je l'ai rejointe au lit vers 22h. Elle était déjà sous la couette, me tournant le dos, lumières éteintes. Et elle chuchotait en me glissant près d'elle et en posant ma main sur sa hanche. « Ça va ?» Elle s'est raidie à mon contact.
Je suis juste fatigué, Julien. On peut juste dormir? Bien sûr, mais ça fait un moment qu'on n'a pas été ensemble. Tu me manques. Elle s'est dégagée de ma main. J'ai dit que j'étais fatigué. Je suis resté là dans l'obscurité, fixant le plafond, sentant la distance entre nous comme une barrière physique. Ce fut la dernière fois que j'ai essayé d'initier un moment d'intimité avec ma femme, et pendant les 387 jours suivants, elle n'a jamais fait un geste vers moi. Au début, je pensais que c'était temporaire. Une mauvaise passe, rien de plus. Tous les mariages en traversent, non? J'ai essayé de lui laisser de l'espace, d'être patient, de me concentrer sur les autres aspects de notre relation. Nous parlions encore, mangions encore ensemble, faisions semblant de mener une vie normale. Nous ne nous touchions simplement plus. Les semaines se sont transformées en mois. J'ai commencé à dormir dans la chambre d'amis parfois, me disant que c'était pour ne pas la déranger avec mes ronflements. Mais en réalité, c'était parce que s'allonger à côté d'elle, sentir sa froideur, était trop douloureux à supporter. J'ai suggéré une thérapie de couple. Elle a dit qu'elle n'avait pas le temps. J'ai suggéré des vacances, juste nous deux, pour nous retrouver. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre de congé. J'ai suggéré qu'elle voie son médecin au cas où il y aurait un problème physique. Elle a dit qu'elle allait bien, que je faisais toute une histoire pour rien. Certains couples ne font pas l'amour si souvent, m'a-t-elle dit un soir où j'insistais. C'est normal. Tu es dramatique. Étais-je dramatique? J'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être était-ce juste à quoi ressemblait le mariage après 8 ans. Peut-être que mes attentes étaient irréalistes. Peut-être que j'étais le problème. Je me suis jeté dans le travail, acceptant des projets supplémentaires, me portant volontaire pour des astreintes le week-end. Si je ne pouvais pas trouver l'épanouissement dans mon mariage, au moins je pouvais le trouver dans ma carrière. Au printemps 2022, j'avais été promu ingénieur en chef avec une équipe de 6 personnes sous mes ordres. C'était une victoire vide de sens. Plus d'argent, plus de responsabilités, mais personne à la maison avec qui partager cela. Et puis, un mardi soir de fin octobre 2022, tout a changé. Je suis rentré du travail pour trouver Manon assise à la table de la cuisine, le visage pâle, les mains tremblantes. Il y avait quelque chose sur la table devant elle, un bâtonnet en plastique blanc que j'ai reconnu immédiatement. Un test de grossesse. Julien, dit-elle, la voix à peine un murmure. Je suis enceinte. Je suis resté figé dans l'encadrement de la porte, ma mallette toujours à la main, mon cerveau incapable de traiter ce que j'entendais. Enceinte? Mais comment? C'était une question stupide. Je savais comment fonctionnait une grossesse. Mais le mot « comment » ne portait pas vraiment sur la biologie. Il portait sur nous. Sur le fait que nous n'avions pas eu de rapports intimes depuis plus d'1 an, sur l'impossibilité mathématique de ce qu'elle me disait. Le visage de Manon s'est effondré et elle a commencé à pleurer. « J'ai besoin de ton aide, Julien, sanglota-t-elle. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'aides. » J'ai posé ma mallette et j'ai marché lentement vers la table. J'ai regardé le test de grossesse, les 2 lignes roses qui confirmaient ce qu'elle avait dit. Puis j'ai regardé ma femme, cette femme que j'aimais depuis 13 ans. Cette femme avec qui j'avais construit une vie. Cette femme qui portait maintenant un enfant qui ne pouvait pas être le mien. C'est de qui, ai-je demandé, ma voix calme et plate, presque méconnaissable à mes propres oreilles. Julien, s'il te plaît. C'est de qui? Elle m'a regardé, les yeux rouges et gonflés, le mascara coulant sur ses joues. Je suis tellement désolé, chuchota-t-elle. Je suis tellement désolé. Et à ce moment-là, tout ce que je croyais savoir sur ma vie, mon mariage, mon avenir, tout cela a volé en éclats. Les heures suivantes sont floues dans ma mémoire, comme un rêve qui n'a pas vraiment de sens. Je me souviens m'être assis à la table de la cuisine en face d'elle. Je me souviens qu'elle pleurait, s'excusait, essayait de me toucher. Je me souviens m'être reculé de son contact de la même manière qu'elle s'était reculée du mien l'année passée. Je me souviens avoir posé des questions et je me souviens de ses réponses. Son nom était Damien, Damien Leroy. C'était un analyste financier dans son entreprise. Quelqu'un avec qui elle avait travaillé sur plusieurs projets au cours des 2 dernières années. La liaison avait commencé à l'été 2020, 3 mois avant qu'elle ne cesse toute intimité avec moi. Ce n'était pas censé arriver, a-t-elle dit, comme si cela rendait les choses meilleures. On travaillait tard et on a commencé à parler. C'est juste arrivé.
C'est juste arrivé, ai-je répété, pendant plus d'1 an. Je sais. Je sais comment ça sonne, mais j'étais confuse, Julien. Notre mariage n'était plus. Je n'étais pas heureuse. J'avais l'impression que tu ne me voyais plus. Que j'étais juste une colocataire pour toi. Je l'ai fixé, incrédule. Je ne te voyais pas, Manon? J'ai organisé des dîners romantiques. J'ai suggéré des vacances. Je t'ai supplié d'aller voir un conseiller conjugal. En quoi est-ce ne pas te voir? Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est plus que ça. C'est. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et c'est. Elle prit une inspiration tremblante. Damien m'a fait me sentir vivante à nouveau. Il m'a fait me sentir désirée, spéciale. Quand j'étais avec lui, je me sentais moi-même pour la première fois depuis des années. Et quand j'étais avec toi, je me sentais piégé. Je suis désolé, Julien, mais c'est la vérité. J'avais l'impression d'étouffer. Les mots m'ont frappé comme des coups physiques. Piégé. Étouffé. C'étaient les mots que ma femme utilisait pour décrire notre mariage. Le mariage que je pensais valoir la peine d'être sauvé. Le mariage que j'avais désespérément essayé de réparer depuis plus d'1 an. Donc toutes ces fois où tu disais que tu étais fatigué, dis-je lentement. Toutes ces nuits où tu m'as repoussé. Tu te réservais pour lui? Elle n'a pas répondu. Elle n'avait pas besoin de le faire. Je me suis levé de la table, mes jambes instables sous moi. J'avais besoin de sortir de cette pièce, de cette maison, loin de cette femme qui était devenue une étrangère pour moi. Où vas-tu? Demanda Manon. Je ne sais pas. Julien, s'il te plaît, on doit en parler. On doit trouver quoi faire. Je me suis tourné vers elle. Quoi faire? Tu es enceinte de l'enfant d'un autre homme, Manon. Qui a-t-il exactement à trouver? Je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Je ne sais pas quoi faire. Tu veux mon aide? J'ai ri. Un son creux, amer. Tu me mens depuis plus d'1 an. Tu couches avec un autre homme dans notre lit. Pas dans notre lit. Jamais dans notre lit. Oh eh bien, ça rend les choses tellement meilleures. Julien, s'il te plaît. Est-ce que tu l'aimes? La question resta suspendue dans l'air. Le visage de Manon se tordit de quelque chose. Culpabilité, peur, peut-être même une lueur d'espoir. Je ne sais pas, finit-elle par dire. Je crois que oui. J'ai hoché la tête lentement, absorbant ce coup final. Ma femme en aimait un autre. Elle portait son enfant et elle me demandait de l'aide. Je vais à l'hôtel ce soir, ai-je dit. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Julien, ne pars pas. Pas comme ça. Je ne pars pas, Manon. Je prends de l'espace. Tu as eu 1 an pour savoir ce que tu voulais. Donne-moi au moins une nuit. J'ai attrapé mes clés et j'ai franchi la porte, la laissant assise à la table de la cuisine, pleurant toujours, tenant toujours ce test de grossesse. J'ai conduit sans but pendant des heures, errant dans les rues de Lyon sans destination précise. J'ai fini dans un bar du Vieux-Lyon, un endroit un peu sombre où j'étais allé quelques fois avec des collègues. Je me suis assis au bar et j'ai commandé un whisky. Puis un autre, et un autre. Le barman, un homme grisonnant d'une 60aine d'années, a dû voir quelque chose sur mon visage. Sale soirée, a-t-il demandé. On peut dire ça. Tu veux en parler? J'ai secoué la tête. Servez-moi juste à boire. Il l'a fait. Je suis resté dans ce bar jusqu'à la fermeture, buvant plus que je ne l'avais fait depuis des années, essayant de noyer les images qui tournaient en boucle dans mon esprit. Manon et Damien ensemble, riant, se touchant, partageant l'intimité qu'elle m'avait refusée. Son visage quand elle m'avait dit qu'elle se sentait piégée. La grossesse. Ces 2 lignes roses qui avaient détruit ma vie. J'ai appelé un taxi pour m'emmener à un hôtel, un Ibis près de la gare de la Pardieu. Anonyme et impersonnel. Je me suis enregistré, je suis allé dans ma chambre et je me suis effondré sur le lit sans même enlever mes chaussures. Je n'ai pas dormi. Je suis juste resté là à fixer le plafond, essayant de donner un sens à ce qui s'était passé. Comment ne l'avais-je pas vu? Comment avais-je raté les signes? En y repensant, ils étaient partout. Les rentrées tardives, les appels téléphoniques secrets, la distance émotionnelle, le rejet de toute intimité physique.
J'avais été tellement concentré sur la réparation de notre mariage que je n'avais pas envisagé la possibilité que Manon avait déjà décroché. Et maintenant elle était enceinte de l'enfant de Damien et elle voulait mon aide. Qu'est-ce que ça voulait dire? Voulait-elle que j'élève le bébé d'un autre homme? Que je prétende que l'enfant était le mien? Que je pardonne sa liaison et que je continue comme si de rien n'était? Je ne pouvais pas faire ça. Je me connaissais assez bien pour savoir que quel que soit l'amour que j'avais ressenti pour Manon, il avait été empoisonné par cette trahison. Je ne pourrais plus la regarder de la même manière. Je ne pourrais plus lui faire confiance. Et je ne pourrais certainement pas élever un enfant qui serait un rappel quotidien de son infidélité. Mais quelle était l'alternative? Le divorce. Après 9 ans de mariage, après tout ce que nous avions construit, la maison, les carrières, les amis communs et les souvenirs, cela semblait impossible, impensable. Et pourtant, j'étais là, allongé dans une chambre d'hôtel à 3 heures du matin, à y penser. J'ai dû finir par sombrer vers l'aube, car la chose suivante dont je me souviens, c'est mon téléphone qui sonnait avec un appel de Manon. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis un autre appel, puis un autre, puis une série de SMS. S'il te plaît, rentre. On doit parler. Je suis tellement désolé, Julien. Je sais que j'ai merdé, mais on peut arranger ça. S'il te plaît, ne nous abandonne pas. J'ai lu les messages et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de tristesse, juste un grand vide là où mes sentiments pourraient se trouver auparavant. Je me suis levé, j'ai pris une douche et j'ai quitté l'hôtel. Puis j'ai conduit vers le seul endroit auquel je pouvais penser, la maison de mes parents à Villefranche. Mes parents vivaient toujours dans la même maison où j'avais grandi, un pavillon modeste dans une rue calme. Mon père avait pris sa retraite de l'enseignement quelques années plus tôt, et ma mère avait réduit son activité à mi-temps à l'hôpital. Ils passaient la plupart de leur temps maintenant à s'occuper de leur jardin, et à gâter leurs 3 petits-enfants, les enfants de ma sœur, qui vivaient à Grenoble. Je ne leur avais pas dit que je venais. Je me suis juste présenté à leur porte à 9 heures du matin, mal rasé et les yeux rouges, portant encore les vêtements que j'avais mis pour travailler la veille. Ma mère a ouvert la porte et a jeté un coup d'œil à mon visage. « Julien ? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. À la place, à mon grand effroi, j'ai commencé à pleurer. Ma mère m'a tiré dans ses bras comme elle le faisait quand j'étais enfant et m'a tenu pendant que je sanglotais. Mon père est apparu derrière elle, le visage plissé d'inquiétude. « Que s'est-il passé ?» a-t-il demandé. « C'est Manon ? Est-ce qu'elle va bien ?» Je ne pouvais pas répondre. Je suis juste resté là dans l'étreinte de ma mère, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis que j'étais petit garçon, laissant sortir toute la douleur, la confusion et le chagrin que j'avais gardé à l'intérieur. Finalement, ils m'ont fait entrer et m'ont assis à la table de la cuisine. Ma mère a fait du café pendant que mon père s'asseyait en face de moi, sa main sur mon bras, attendant patiemment que je me calme. Quand je leur ai finalement raconté ce qui s'était passé, la liaison, la grossesse, les aveux de Manon, leurs visages sont passés par toute une gamme d'émotions. Choc, colère, tristesse, et enfin une sorte d'acceptation résignée. « Je l'ai toujours bien aimée, dit doucement ma mère. Je pensais qu'elle était bien pour toi. Moi aussi, dis-je. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à réfléchir. Mon père, qui était resté silencieux tout au long de mon histoire, a finalement parlé. Fils, je vais te dire quelque chose et je veux que tu écoutes attentivement. Je l'ai regardé. Cet homme qui m'avait appris tout ce que je savais sur le fait d'être un homme, sur l'honneur, l'intégrité et faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Ce que tu traverses en ce moment est l'une des choses les plus dures qu'un homme puisse affronter, a-t-il dit. La trahison par la personne en qui tu avais le plus confiance. Ça va faire mal pendant longtemps, peut-être pour toujours. Mais tu dois prendre une décision, et tu dois la prendre la tête froide. Quelle décision ? Rester ou partir ? Comment pourrais-je rester ? Papa, elle attend le bébé d'un autre homme. Je ne dis pas que tu devrais rester. Je dis que tu dois y réfléchir soigneusement avant de décider. Parle à un avocat. Vois quelles sont tes options. Et quoi que tu fasses, ne prends aucune décision permanente tant que tu es aussi bouleversé. C'était un bon conseil, pratique, mesuré, le genre de conseil que mon père avait toujours donné. Mais une partie de moi ne voulait pas de conseils pratiques. Une partie de moi voulait qu'il me dise quoi faire, qu'il prenne la décision pour moi,
pour me sauver du choix impossible auquel je faisais face. Qu'est-ce que tu ferais, ai-je demandé. Si maman t'avait fait ça? Mes parents ont échangé un regard. Un de ces regards que les couples partagent après des décennies, communiquant des conversations entières sans un seul mot. J'aimerais penser que je me battrais pour mon mariage, dit mon père. Mais honnêtement, je ne sais pas. Ce que Manon a fait. Ce n'est pas juste une tromperie. C'est une année de mensonges, de rejet, à te faire sentir que tu étais le problème. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut juste pardonner et oublier. Donc, tu penses que je devrais partir? Je pense que tu devrais faire ce qui est juste pour toi. Pas pour Manon, pas pour sa famille, pas même pour nous. Pour toi. Je suis resté chez mes parents pendant 3 jours. Pendant ce temps, je n'ai répondu à aucun des appels ou SMS de Manon. J'avais besoin d'espace pour penser, pour digérer, pour comprendre ce que je voulais. Ma mère me préparait des plats maison et ne posait aucune question. Mon père m'a emmené pêcher dans la Dombe, quelque chose que nous n'avions pas fait ensemble depuis des années. Nous n'avons pas beaucoup parlé, juste assis au bord de l'étang, regardant nos lignes, profitant du silence et des couleurs d'automne. Le 3e jour, j'ai appelé un avocat. Son nom était Maître Bernard, associé dans un cabinet de droit de la famille à Lyon qu'un collègue m'avait recommandé. J'ai pris rendez-vous pour le voir la semaine suivante. Puis j'ai appelé Manon. Elle a répondu à la première sonnerie. Julien. Oh mon Dieu. J'étais si inquiète. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Je suis chez mes parents. J'ai essayé de t'appeler 100 fois. Je sais. J'avais besoin d'espace. Je comprends. Mais Julien, on a vraiment besoin de parler. Est-ce que tu peux rentrer? Je serai à la maison demain, mais nous n'allons pas parler de la façon dont tu le penses. J'ai pris un avocat. Silence à l'autre bout du fil. Puis, d'une voix que je reconnaissais à peine, un avocat? Tu demandes le divorce? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. Julien, s'il te plaît. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on peut surmonter ça. On est ensemble depuis 13 ans. Ça ne signifie rien pour toi. Ça signifiait tout pour moi. C'est pour ça que ça fait si mal. Alors tu vas juste abandonner? Juste comme ça? Abandonner? J'ai ressenti un éclair de la première vraie émotion depuis ses aveux. Je n'ai pas abandonné. C'est toi. Tu as abandonné notre mariage au moment où tu as décidé de coucher avec Damien. Tu as abandonné chaque nuit où tu m'as rejeté pour courir vers lui. Tu as abandonné quand tu es tombée enceinte de son enfant et que tu m'as ensuite demandé de l'aide. N'ose pas m'accuser d'abandonner. Plus de silence, puis doucement, et le bébé? Ce n'est plus mon problème. Parle à Damien. Je suis sûr qu'il sera ravi de prendre ses responsabilités. Damien ne le sait pas encore. Alors je te suggère de lui dire. Parce que dans environ 6 mois, il va être père. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai rencontré Maître Bernard le mardi suivant. Son bureau se trouvait dans une tour à la Pardieu avec de grandes baies vitrées donnant sur la ville. C'était un homme distingué dans la cinquantaine, aux cheveux argentés et avec le genre de présence calme et rassurante que j'imaginais utile dans son métier. Monsieur Moreau, dit-il en me serrant la main. Merci d'être venu. Asseyez-vous, je vous en prie. Je me suis assis en face de son bureau et je lui ai raconté mon histoire. La même histoire que j'avais racontée à mes parents, mais cette fois avec un œil sur les implications légales. Quand j'ai fini, Bernard a hoché la tête pensivement. Tout d'abord, je suis désolé de ce que vous vivez. Personne ne mérite ce que votre femme vous a fait. Merci. Maintenant, parlons de vos options. En France, le divorce peut se faire par consentement mutuel, ce qui est le plus rapide, ou pour faute. Compte tenu de l'adultère et de la grossesse, la faute est caractérisée, mais cela peut être une procédure longue et coûteuse. Le régime matrimonial est important. Avez-vous un contrat de mariage? Non, nous sommes sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Très bien. Cela signifie que les biens acquis pendant le mariage sont partagés. Pour la maison, c'est un bien commun? Oui, nous l'avons acheté ensemble en 2014. Alors vous devrez soit la vendre et partager le produit de la vente, soit l'un de vous devra racheter la part de l'autre. Et concernant le bébé? Bernard marqua une pause. C'est une question compliquée.
Légalement, en France, il existe une présomption de paternité. Si votre femme accouche alors que vous êtes encore marié, ou moins de 300 jours après la dissolution du mariage, vous êtes présumé être le père. Mais ce n'est pas mon enfant. Peu importe. La loi suppose que l'enfant né dans le mariage est celui du mari. Vous devrez engager une action en contestation de paternité, ce qui implique des tests ADN, pour prouver que vous n'êtes pas le père. Je me sentais malade. Donc, si je ne fais pas ça, je pourrais être obligé de payer une pension alimentaire pour un gosse qui n'est pas le mien. Théoriquement, oui. C'est pour ça qu'il est crucial d'agir vite. Si nous entamons la procédure maintenant et que le divorce est prononcé avant la naissance, ou si nous actons la séparation officiellement, cela simplifiera les choses pour contester la filiation. Combien de temps prend un divorce? Si les deux parties sont d'accord sur tout, quelques mois. S'il y a conflit, ça peut prendre des années. J'ai fait le calcul dans ma tête. Manon venait de découvrir qu'elle était enceinte, ce qui signifiait qu'elle l'était probablement de 4 à 6 semaines. Je veux procéder, ai-je dit, aussi vite que possible. Entendu. Je vais préparer les papiers. J'ai quitté le bureau de Maître Bernard en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis que tout ce cauchemar avait commencé. Un sentiment de contrôle. J'agissais. J'avançais. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais pas juste assis à attendre que ma femme décide de mon sort. Je suis retourné à Écully et je me suis garé dans l'allée de la maison que j'appelais mon foyer depuis 8 ans. La voiture de Manon était là, ce qui signifiait qu'elle était à l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration, me suis blindé, et je suis entré. Elle m'attendait dans le salon, assise sur le canapé que nous avions choisi ensemble. Elle avait l'air terrible. Pâle, tirée, avec des cernes sous les yeux. « Julien, dit-elle en se levant. Tu es revenu. Je suis venu chercher certaines de mes affaires. Je vais rester à l'hôtel jusqu'à ce qu'on règle la situation du logement. Tu n'es pas obligé de faire ça. C'est ta maison aussi. Je sais, mais je ne peux pas être ici en ce moment. Je ne peux pas être près de toi. » Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. « Je sais que je t'ai fait mal. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais est-ce qu'on ne peut pas au moins essayer d'arranger les choses? » Arranger quoi, Manon? Tu attends l'enfant d'un autre homme. Il n'y a rien à arranger. Mais je t'aime, Julien. Je sais que ça semble faux après tout ce que j'ai fait, mais c'est vrai. Je t'aime. Je l'ai fixé, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi qui ressemblait à la femme que j'avais épousée, mais tout ce que je voyais était une étrangère. Une étrangère qui m'avait menti, rejeté, trahi de la façon la plus intime possible. Si tu m'aimais, dis-je lentement, tu n'aurais pas fait ce que tu as fait. Tu n'aurais pas passé un an à me faire sentir qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi pendant que tu voyais un autre homme en cachette. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la cruauté. Je ne voulais pas être cruel. J'étais confuse. Je ne savais pas ce que je voulais. Est-ce que tu sais ce que tu veux maintenant? Elle hésita. Cette hésitation me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je veux essayer de faire marcher notre couple, finit-elle par dire. Je veux qu'on aille voir un conseiller, qu'on parle à quelqu'un qui peut nous aider. Et Damien? Et lui? Je lui ai dit pour le bébé. Il veut que je le garde. Il veut faire partie de sa vie. Et toi, tu veux ça? Une autre hésitation. Je ne sais pas. Je n'ai pas décidé. J'ai ri, un son dur et amer qui m'a surpris moi-même. Tu n'as pas décidé. Après tout ce qui s'est passé, tu ne peux toujours pas faire un choix. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Tu veux Damien et le bébé, et moi et le mariage, et tout le reste? Eh bien, je fais le choix pour toi. C'est fini. Je demande le divorce. Julien, s'il te plaît. Les papiers seront prêts d'ici la fin de la semaine. Je te suggère de prendre un avocat. Je suis monté à notre chambre, la chambre où j'avais passé tant de nuits seul, et j'ai commencé à faire une valise. Vêtements, affaires de toilette, quelques livres. Manon m'a suivi, restant dans l'encadrement de la porte. Et la maison, a-t-elle demandé. On verra. Soit on la vend, soit l'un rachète l'autre. Ça m'est égal. Et nos amis, nos familles, qu'est-ce qu'on leur dit? La vérité. Tu m'as trompé, tu es tombée enceinte d'un autre homme, et j'ai décidé de mettre fin au mariage.
Tu n'es pas obligé d'être si dur. J'ai arrêté de faire ma valise et je me suis tourné vers elle. Dur? Tu veux parler de dureté? Essaie de t'allonger dans un lit près de ta femme pendant 1 an, voulant la toucher, voulant te connecter, et être rejeté à chaque fois. Essaie de te sentir pas assez bien, pas assez attirant, pas assez homme pour la femme que tu aimes. Essaie de découvrir que pendant tout le temps où elle te rejetait, elle se donnait à quelqu'un d'autre. Ça, c'est dur, Manon. Ce que je fais, c'est juste être honnête. J'ai fermé la valise et je suis passé devant elle, me dirigeant vers l'escalier. Julien, a-t-elle appelé? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je me suis arrêté à la porte d'entrée et je l'ai regardé une dernière fois. Je sais que tu le ai-je dit. Mais désolé et ne répare pas ce que tu as brisé. Je suis sorti et je n'ai pas regardé en arrière. Les semaines suivantes furent un flou de documents juridiques, d'appels téléphoniques et de conversations difficiles. J'ai emménagé dans un appart-hôtel près de mon bureau, un endroit fonctionnel qui me donnait l'espace nécessaire. Maître Bernard a travaillé vite. Manon, à son crédit, n'a pas contesté le divorce. Elle a engagé sa propre avocate, et en quelques semaines, nous avions défini les termes de base. Nous vendrions la maison et partagerions les gains. Le seul point d'achoppement était le timing. Manon voulait attendre après la naissance du bébé pour finaliser le divorce. Elle disait qu'elle avait besoin de temps. Absolument pas, ai-je dit à Bernard. Je ne vais pas être listé comme le père sur cet acte de naissance. Après quelques allers-retours, Manon a accepté d'accélérer le processus. Le plus dur a été de l'annoncer aux autres. J'ai commencé par ma sœur Rachel. Tu divorces, a-t-elle dit. Je lui ai donné la version courte. Quelle salope a lâché Rachel. Je suis désolé, Julien, mais je ne l'ai jamais vraiment aimée. Elle a toujours semblé si froide. Annoncer la nouvelle à mes amis fut plus difficile. Certains étaient maladroits, d'autres semblaient prendre le parti de Manon, suggérant que je devrais peut-être lui donner une autre chance. Ce n'est pas une mauvaise passe, ai-je dit à l'une d'elles, une amie de fac de Manon. Elle a eu une liaison d'1 an et est tombée enceinte. Ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Le travail était un refuge. Sans lui, j'aurais pu m'effondrer. Environ 1 mois après mon départ, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'est Julien Moreau? Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Damien Leroy. Je pense qu'on doit parler. J'ai failli raccrocher. Mais la curiosité l'a emporté. Parler de quoi? De Manon. De la situation. Il n'y a rien à dire. Vous avez couché avec ma femme, l'avez mise enceinte, et maintenant je divorce. Quoi d'autre? Je sais que vous êtes en colère. Mais je veux que vous sachiez que je n'ai pas cherché à avoir une liaison. Ça s'est juste passé. Ça s'est juste passé. C'est ce que Manon a dit aussi. C'est drôle comme les liaisons vous tombent dessus. Je ne cherche pas d'excuses. Je tiens à Manon. Je pourrais même l'aimer. Et quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'étais terrifié. Mais aussi heureux. Je veux être père. Je sentais une rage froide monter. Alors félicitations. Vous avez eu ce que vous vouliez. Ce n'est pas si simple. Manon est confuse. Une minute elle parle de garder le bébé, la suivante elle parle d'autres options. Elle a parlé d'interrompre la grossesse. J'étais silencieux. L'idée qu'elle avorte était quelque chose que je n'avais pas considéré. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je pense que vous êtes la seule personne qu'elle écoutera. Si vous lui disiez de garder le bébé. Vous voulez que je convainque ma femme de garder votre bébé? C'est de la folie. Vous avez détruit mon mariage et maintenant vous voulez mon aide pour devenir père? Sur quelle planète vivez-vous? Je ne demande pas pour moi. Je demande pour le bébé. Je ne parlerai pas à Manon, ai-je fini par dire. Ce qu'elle décide ne regarde qu'elle et vous. Ne m'appelez plus. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mais à la fin, je n'ai rien fait. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un SMS de Manon. J'ai décidé de garder le bébé. Damien et moi allons essayer de faire marcher les choses. J'ai effacé le message sans répondre. Le divorce a été finalisé un matin gris de janvier. Maître Bernard et moi avons rencontré Manon et son avocate au tribunal judiciaire. Ce fut bref et professionnel.
Manon avait l'air différente, enceinte d'environ 4 mois. Elle a essayé de croiser mon regard, mais je ne l'ai pas regardée. Quand ce fut fini, je me suis dirigé vers la porte. Julien, attends. Je me suis arrêté sans me retourner. Je voulais juste dire que je suis désolé. Je sais que ça ne veut plus dire grand-chose, mais je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je me suis tourné lentement. Tu n'as pas voulu me faire de mal, ai-je répété. Mais tu l'as fait. Et tu aurais pu éviter tout ça si tu avais été honnête. Mais tu as menti. Tu m'as rejeté. Elle pleurait. J'avais peur. Je voulais toi, Julien. J'ai toujours voulu toi. Damien était une erreur. Tu me voulais, dis-je. Mais tu l'as choisi lui chaque nuit pendant 1 an. C'est une décision, Manon. Je sais que tu le regretteras. Je le regretterai toute ma vie. Moi aussi. Je suis sorti du tribunal. J'étais officiellement divorcé. Étrangement, j'ai ressenti du soulagement. J'étais libre. Les mois qui ont suivi furent un mélange de libération et de solitude. Je me suis lancé dans le développement personnel. J'ai commencé le sport, j'ai perdu du poids. J'ai aussi commencé à voir une psychologue, le docteur Fournier. Elle m'a aidé à comprendre que je n'étais pas responsable des choix de Manon. Vous avez passé 1 an à essayer de réparer un problème qui n'était pas le vôtre, m'a-t-elle dit. C'était une perspective nouvelle. Lentement, j'ai commencé à me sentir moi-même à nouveau. Environ 6 mois après mon divorce, je me suis inscrit sur une application de rencontre. Mes premiers rendez-vous furent des désastres. Mais en septembre, environ 8 mois après le divorce, j'ai rencontré Chloé. Elle était vétérinaire, divorcée aussi, sans enfant. Elle n'était pas la beauté classique, petite avec des cheveux bruns bouclés, mais elle avait une chaleur et une authenticité immédiate. Notre premier rendez-vous autour d'un café a duré des heures. Elle comprenait ce que c'était que de recommencer. Mettre fin à un mariage est dur, a-t-elle dit. Recommencer est plus dur. Nous avons commencé à nous voir régulièrement. C'était facile, fluide. Environ 1 an après mon divorce, je suis tombé sur Manon. C'était dans un supermarché Grand Frais. Je choisissais des légumes quand j'ai entendu sa voix. Elle avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, poussant un chariot avec un siège bébé. Le bébé, un petit garçon aux cheveux foncés, s'appelait Léo. Julien, a-t-elle dit. Je n'arrive pas à croire que ce soit toi. Nous avons échangé quelques banalités. Elle m'a dit que Damien voyageait beaucoup et qu'elle était souvent seule avec le bébé. C'est plus dur que ce à quoi je m'attendais, a-t-elle avoué. J'ai ressenti une brève sympathie, mais elle s'est vite dissipée. Je dois y aller, ai-je dit. Attends, Julien. Je pense à toi tout le temps. Je sais que tu me détestes probablement, mais je voulais te dire pardon. J'ai tout gâché pour une vie qui ne ressemble en rien à ce que j'imaginais. J'apprécie que tu dises ça, ai-je répondu. Mais ça ne change rien. J'ai tourné la page. Je vois quelqu'un. Elle s'appelle Chloé. Le visage de Manon s'est affaissé. Je suis contente pour toi. Arrête de te poser en victime, Manon, ai-je ajouté avant de partir. Tu as fait des choix. Assume-les. En retournant à ma voiture, je me suis senti incroyablement léger. C'était vraiment fini. Chloé et moi sommes devenus sérieux rapidement. Nous avons emménagé ensemble 14 mois après notre rencontre, dans sa maison à Villeurbanne. Vivre avec elle était simple. Pas de non-dit, pas de jeu. 1 an plus tard, je l'ai demandé en mariage dans notre restaurant préféré. Elle a dit oui en pleurant. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard dans la ferme de ses parents en Ardèche. C'était un mariage intime, entouré de gens qui nous aimaient vraiment. Dans mes vœux, j'ai dit, avec toi, je n'ai pas besoin d'essayer d'être parfait. J'ai juste besoin d'être moi-même. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai divorcé de Manon et 3 ans que j'ai épousé Chloé. J'ai été promu directeur technique. Chloé a ouvert une 2e clinique. Nous avons acheté une grande maison et nous parlons de fonder une famille. La vie est belle. J'ai appris que Manon et Damien se sont séparés 2 ans après notre rencontre au supermarché. Apparemment, Damien a eu sa propre liaison. Karma, je suppose. Manon élève Léo seul. Le mois dernier, j'ai reçu une lettre de Manon. Elle y écrivait qu'elle avait fait beaucoup de thérapie et voulait s'excuser sans attendre de réponse.
Elle espérait que j'étais heureux. J'ai lu la lettre, je l'ai montrée à Chloé, et j'ai décidé de ne pas répondre. Il n'y avait plus rien à dire. Ce soir-là, allongé près de ma femme, j'ai pensé à tout le chemin parcouru. J'avais survécu au pire et j'en étais ressorti plus fort. C'était mon histoire. Pas celle que j'avais prévue, mais celle qu'on m'avait donnée.